La France accroît son aide au Tchad après l'offensive pro-libyenne. Des soldats français sont arrivés dans la capitale, N'Djamena. Pour l'instant, ils ne font qu'accompagner du matériel militaire. Malgré la fraude, le président Marcos est proclamé vainqueur des élections présidentielles aux Philippines. L'opposition appelle demain à une grande manifestation. L'agent secret Dominique Prieur, emprisonné en Nouvelle-Zélande, ne s'attend pas à une libération prochaine. Son mari l'a rencontré, vous entendrez son témoignage dans ce journal. Auto, moto, rétro, belles hispano et vieux culbuteurs se retrouvent à la porte de Versailles pour le salon Rétromobile. Madame, Monsieur, bonsoir. La France accroît donc son aide au Tchad. Le matériel annoncé est en train d'arriver sur le terrain et surtout, de nouveaux militaires français ont, semble-t-il, débarqué à N'Djamena, la capitale tchadienne. Avec donc une question ce soir, s'agit-il de simples conseillers techniques chargés d'accompagner le matériel ou s'agit-il au contraire d'un nouveau contingent français qui pourrait intervenir en soutien des troupes régulières d'Issénabré? Eh bien, c'est ce que notre envoyé spécial, Patricia Coste, a essayé de savoir tout au long de cette journée. Voici son témoignage au téléphone. C'était il y a quelques minutes à N'Djamena. Du côté des militaires français, pas de confirmation pour l'instant, mais une certaine agitation. Depuis hier 13h, une douzaine de transals, avions de transport, déposés sur l'aéroport de N'Djamena. Nous avons vu cet après-midi 2 DC-8 cargo en provenance de Paris atterrir eux aussi. Officiellement, la seule arrivée de soldats français est celle d'une trentaine de commandos de l'air qui assurent la protection de l'aéroport. Descendant d'un avion tchadien, 2 soldats libyens sont offerts en spectacle à la presse. 2 hommes couverts de poussière, hirsutes, le visage écorché, pieds nus, à qui on a fait faire quelques tours devant les caméras. La preuve pour les forces gouvernementales que les Libyens se sont bien engagés aux côtés des rebelles. Les Libyens d'ailleurs continuent à se renforcer sur les lignes arrières. C'est en tout cas le discours alarmiste du ministre de l'Information que nous avons vu ce matin. Oui, j'ajoute que le ministre de la Défense, M. Quiles, est rentré ce matin du Tchad pour rendre compte à François Mitterrand. D'après lui, les troupes régulières tchadiennes ont repoussé l'essentiel de l'offensive libyenne, ce qui semble donc écarter pour l'instant l'hypothèse d'une intervention militaire française directe donc au Tchad. Et puis à noter à propos de cette affaire tchadienne une réaction de Jacques Chirac, qui est en voyage en Martinique. M. Chirac qui estime que la situation au Tchad est une affaire complexe qui ne peut être traitée à la légère. Il attend d'autres informations pour se prononcer plus avant. Au jeu du qui perd gagne, le président Philippin Marcos vient de l'emporter sans surprise. Il avait tous les atouts dans son jeu, un jeu truqué puisque la fraude n'est plus à démontrer dans son camp. Elle vient d'être dénoncée tout à la fois par l'opposition, par l'Église philippine et par les observateurs étrangers, notamment américains et canadiens. Marcos vient pourtant d'être proclamé élu président de la République par l'Assemblée nationale, ce qui ne manque pas d'entraîner l'ébauche d'une polémique aux États-Unis. Philippe Lefebvre revient maintenant sur la situation aux Philippines et Jacques Abouchard commente la réaction américaine. À 4h30 cet après-midi, tout est écrit. Marcos a élu Marcos. Le pauvre président de l'Assemblée nationale, l'ami et le directeur de campagne de Ferdinand Marcos, a du mal à proclamer les résultats officiels. Les quelques représentants de l'opposition, députés prétexte dans une assemblée vouée corps et âme à Marcos, quittent la séance. Ils accusent, la triche est devenue constitutionnelle. Il n'y aura que les fidèles des fidèles pour applaudir. Ferdinand Marcos, 68 ans, s'est donc fait succéder à lui-même pour une nouvelle période de 6 ans. Qu'importe si depuis hier, il n'a plus au sens propre le droit à la communion dans un pays catholique à 90%. Avec l'aval du Vatican, l'Église des Philippines, emmenée par le cardinal Sin, a en effet dénoncé dans sa lettre épiscopale un pouvoir sans base morale. Ferdinand Marcos n'en a cure. Fort de 20 ans de régime autoritaire, il n'a même pas attendu pour se faire réélire de recevoir l'émissaire américain Philippe Habib qui arrive ici à Manille pour réconcilier les irréconciliables. Alors, tout peut arriver. On a brûlé les symboles cet après-midi à Manille, devant l'ambassade des États-Unis. Demain, Cory Aquino, la candidate que les Philippins, l'Église, les observateurs internationaux considèrent comme le vainqueur de ces élections, appelle à une grande manifestation qui sera bénie par l'Église.
Ce sera le prélude à une campagne de désobéissance civile qui devrait ébranler ce régime qui vacille de plus en plus. Le président américain, véritable arbitre, ne sait pas comment départager M. Marcos et sa rivale. Mardi soir, devant la presse, il a fait de la corde raide en se déclarant neutre et en révélant son trouble à la suite des informations faisant état de fraude massive et de violence. Pour gagner du temps, Ronald Reagan a dépêché à Manille Philippe Habib, un vétéran de la diplomatie, alors que la pression s'accroît sur la Maison-Blanche. La presse, les parlementaires sont très critiques. Certains membres du Congrès menacent de couper les vivres à Marcos, c'est-à-dire de supprimer l'aide américaine vitale pour les Philippines. Le véritable enjeu est l'avenir des deux bases militaires, Clark et Subic Bay, que Washington ne pourrait pas maintenir longtemps dans un pays en proie au désordre, miné par la guérilla communiste et menacé par la guerre civile. Oui, Ronald Reagan qui vient par ailleurs de dénoncer il y a quelques minutes la fraude et la violence électorale perpétrées aux Philippines, en grande partie, dit-il, par le parti au pouvoir, donc par le parti du président Marcos. C'est une forme de lâchage en définitive, puisque jusqu'à présent, le président américain avait soutenu tout à fait dans cette affaire le président philippin. On parle peu depuis plusieurs semaines des deux agents secrets français emprisonnés en Nouvelle-Zélande après ce que l'on appelait l'affaire Greenpeace. On en parle moins, bien parce que l'actualité s'est déplacée. Toujours est-il qu'Alain Maffard et Dominique Prieur sont condamnés à 10 ans de prison en Nouvelle-Zélande et qu'ils purgent leur peine dans une prison de Wellington. Le mari de Dominique Prieur vient de passer quelques jours dans ce pays. Il a pu donc rencontrer sa femme à plusieurs reprises et il nous a donné aujourd'hui quelques nouvelles. Vous allez l'entendre, Dominique Prieur est sans illusion quant à une éventuelle libération, mais elle refuse plus que jamais d'être assimilée à une terroriste. Aéroport de Roissy, ce matin, Joël Prieur revient de Nouvelle-Zélande. Pendant 2 semaines, presque tous les jours, il a pu rendre visite à sa femme Dominique, condamnée à 10 ans de prison, ainsi que le commandant Maffard pour l'attentat contre le Rainbow Warrior. Joël Prieur s'est montré pessimiste sur l'éventualité d'une libération prochaine de son épouse. La rumeur qui a couru et qui voulait qu'il sortirait à Noël est une rumeur qui n'a jamais été fondée. Elle a eu le seul effet d'agacer, d'exaspérer les Néo-Zélandais. Partout là-bas, les journaux, comme les politiques, utilisent abondamment le qualificatif de terroriste. Je dirais même qu'ils le galvaudent. Cette appellation blesse énormément aussi bien ma femme que mon épouse. Et dans le quartier de ce que les Néo-Zélandais appellent le maximum de sécurité, qui ne correspond pas tout à fait quand même à nos QHS, mais enfin qui est quand même le régime le plus strict. Comment se sent-elle? Elle lit beaucoup, elle écrit, elle suit des cours et elle tricote. Et elle tricote pour qui? Pour moi. Le gouvernement néo-zélandais a toujours affirmé que les agents secrets français accompliraient la totalité de leur peine. Joël Prieur s'apprête donc à repartir pour la Nouvelle-Zélande en mai, cette fois-ci. Baby Doc avec des pincettes. Le gouvernement ne veut en aucun cas qu'il reste en France. Le Premier ministre a même affirmé aujourd'hui sur RTL que Paris envisagerait d'expulser l'ancien dictateur si celui-ci refusait de quitter sa résidence de Talloires, en Haute-Savoie. Vous savez que Jean-Claude Duvalier a réclamé le statut de réfugié politique, ce qui peut paraître quelque peu surréaliste. Il y a quelques instants, notre envoyé spécial à Talloires, Roland Sicard, m'a appelé pour me dire que l'avocat du président Duvalier venait de faire une déclaration dans laquelle Jean-Claude Duvalier dit qu'il ne veut pas aller au Libéria, où il était question de l'envoyer, donc pas question d'aller au Libéria, il veut au contraire rester en France. Voilà, c'est une nouvelle tout à fait récente qui vient de m'être donc téléphonée par Roland Sicard. Alors à noter aussi à propos de cette affaire la réaction de Georges Marchais. Il estime que l'accueil de Duvalier est déshonorant pour la France, ce sont ses mots. Monsieur Marchais qui tenait aujourd'hui meeting à Lyon où il venait appuyer Charles Fitterman dans cette région décidément très convoitée. Georges Marchais en campagne, c'est l'un de nos reportages à 1 mois et 1 jour des élections dans une région où les communistes sont, d'après les sondages, en dessous des 10% d'intention de vote. Voici le reportage de Dominique Lory et de Jean Villard. Exercice difficile hier soir à Lyon pour Georges Marchais venu soutenir son ami Charles Fitterman. Exercice qu'on pourrait résumer d'une phrase sous forme d'une petite annonce: Parti communiste cherche électeurs désespérément. Les deux leaders se sont échinés à démontrer que le 16 mars, seul le vote communiste serait utile pour la défense des travailleurs. Avec pour leitmotiv, le PS comme la droite enfonce le pays dans la crise. Et pour appuyer sa démonstration,
Georges Marchais s'en est pris à Pierre Mauroy, qui la veille s'était déplacé à Lyon pour un banquet socialiste. Décidément, les dirigeants socialistes ont toutes les audaces. Car qu'un homme comme Mauroy se réclame de la modernité, on croit rêver. Ce qui est moderne, c'est sans doute le bilan du gouvernement qu'il a dirigé de 1981 à 1984, qui, je le répète, après avoir fait de bonnes choses dans la première année, a tourné le dos, malgré nos efforts et nos mises en garde, aux engagements pris devant notre peuple et a enfoncé le pays dans la crise. La modernité vue par Mauroy, c'est l'austérité, c'est le chômage et c'est le déclin économique pour la France. Fidèle à sa stratégie, Georges Marchais a soufflé le chaud et le froid. Conciliant, il lance « Nous sommes le parti de l'Union ». Pour ajouter aussitôt, Mitterrand et Fabius sont prêts pour gouverner à s'allier avec la droite. En fait, le secrétaire général du PC s'adressait surtout à ses propres troupes, avec pour enjeu ramener au bercail les brebis égarées et mettre en garde les militants parfois sensibles aux sirènes socialistes. La campagne électorale qui prend parfois des raccourcis savoureux avec un lapsus bien révélateur de Jacques Chirac qui était hier soir à Pointe-à-Pitre. Dans la série Un mot pour l'autre, le président du RPR voulait dire qu'il était président de l'assistance publique, mais les mystères de l'inconscient sont tels qu'il s'est vu un instant président de la République, ce qui lui a valu quelques ovations. C'est assez drôle, écoutez, mais écoutez bien, car le son est assez mauvais. Près de 10% des agents qui travaillent à la mairie de Paris sont antillais. Mais en tant que président de la République, en tant que président de l'assistance publique, pas de prémonition. Quand je suis en Martinique, je me sens tellement bien que je vois toujours loin. Les élections législatives boycottées par le FLNKS en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'ont décidé les responsables indépendantistes de la coalition. Un boycott qui sera passif, autrement dit, le FLNKS appelle ses sympathisants à se désintéresser du vote du 16 mars prochain, mais sans heurts, contrairement aux élections territoriales du mois de novembre dernier. Un duel très serré demain au Portugal pour l'élection présidentielle. Face à face, le candidat socialiste Mário Soares et le candidat chrétien-démocrate Diego Freitas do Amaral. Deux hommes, deux projets pour une élection qui se joue roue dans la roue. Voici le reportage de Jean-Marc Ilouz et de Pascal Steletta. Juste le temps de vous préciser qu'au Portugal, le rôle du président de la République est beaucoup moins important que dans notre pays, qu'en France. Leur reportage. Je vote Soares parce que je veux pouvoir travailler et je veux pouvoir manger. Ah non, Soares n'a rien fait, je veux donner sa chance à Amaral pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Comment? 48 ans de fascisme et vous votez Amaral? Soares, ça suffit. Il a dit tout et le contraire de tout, je vote Amaral car lui, ce n'est pas un homme comme les autres. La passion, si elle l'emporte encore sur la lassitude, c'est parce que après avoir élu en 10 ans 16 gouvernements de tout poil, les Portugais pourront enfin choisir demain entre deux hommes du centre et élire non seulement un président mais aussi un symbole. La social-démocratie avec Mário Soares, la démocratie chrétienne avec Freitas do Amaral. Mário Soares, 61 ans, chef historique du Parti socialiste et européen de choc. Il est pour la première fois le candidat unique de la gauche grâce au soutien de dernière minute de son ennemi juré, le puissant Parti communiste portugais. Passionné, autoritaire, il a été 3 fois Premier ministre. Ses adversaires le présentent comme un homme fini, mais il a fait une remontée spectaculaire au premier tour. Presque élu au premier tour, Freitas do Amaral, 45 ans, se défend de représenter la droite. Grand bourgeois, ce professeur de droit plutôt terne a réussi en quelques mois à devenir immensément populaire grâce à son aspect posé et raisonnable. Il veut incarner le changement et la modernité. Ses adversaires le soupçonnent de manquer de caractère face à l'extrême droite. Mais les mauvais souvenirs de la dictature Salazar peuvent-ils encore suffire à faire voter Soares quand on est ouvrier dans les chantiers navals?
Un pis-aller pour cet ouvrier communiste. La rage au cœur, il votera, dit-il, pour le candidat le moins réactionnaire de la droite, Mario Soares. Moi, je vote Soares pour rester en démocratie. Mais pour cet électricien, l'argument est usé. Mario Soares aussi. Il votera Freitas do Amaral. Si aujourd'hui au Portugal, cette opinion n'est pas exceptionnelle même à gauche, c'est parce que dans des banlieues comme celle-ci, chômage, salaires impayés et austérité ont ajouté le désenchantement aux divisions de la gauche. Et si j'aime le candidat Freitas do Amaral, c'est parce qu'il est une personne très bonne. Ne pas qu'il est droit ou gauche. Une gauche arithmétiquement majoritaire, mais au visage déjà vieilli. Une droite à la peau lisse, unie pour promettre le changement. 12 ans après la révolution des œillets, un Portugal centriste qui semble rêver moins à un changement de régime qu'à un changement tout court. Le Mexique au fond du puits, ces derniers mois sont catastrophiques pour ce pays qu'on imaginait il y a quelques années encore riche de son or noir. Mais depuis, eh bien, c'est la guerre des prix et pour vendre son pétrole, Mexico vient de baisser de près de 5 $ le prix du baril. Il coûte maintenant à peine plus de 15 $ contre 33 $ il y a quelques mois. Cela fait bien l'affaire des consommateurs, bien sûr, mais ce pays est maintenant au bord de la banqueroute. Le président mexicain vient d'ailleurs d'appeler à l'aide plusieurs pays industrialisés avec une menace, au bout de tout cela une menace, il risque fort de ne plus pouvoir payer ses dettes. Les explications de Jean-Pierre Métivet. C'est la saison de tous les malheurs pour le Mexique. Un tremblement de terre en septembre dernier et aujourd'hui, l'écroulement des prix du pétrole. Le Mexique est obligé de brader le sien. Il vient de décider aujourd'hui de vendre son baril de brut à 15 $, soit 36% moins cher qu'au début de l'année. Pour le Mexique, le manque à gagner total sera de 6 milliards de dollars. Une décision lourde de conséquences, les revenus pétroliers sont les seuls qui lui permettent de rembourser les intérêts de sa dette, l'une des plus hallucinantes du monde, 100 milliards de dollars. Une crainte est si le Mexique était à nouveau en cessation de paiement, comme en 1982, lorsque le Fonds monétaire international avait dû lui consentir en catastrophe un nouveau prêt afin d'éviter une crise financière mondiale. Aujourd'hui, c'est peut-être le même scénario qui pourrait se reproduire. Dans les rues de Mexico, des dizaines de milliers de manifestants exigeaient voici 15 jours un moratoire de la dette extérieure mexicaine. Et on apprend aujourd'hui que le président Miguel de la Madrid a lancé la semaine dernière un appel à l'aide aux États-Unis, à la France et à l'Allemagne. En tout cas, Washington ne devrait pas rester indifférent à ce SOS, d'autant que d'autres pays comme le Venezuela ou l'Équateur commencent eux aussi à souffrir de la chute des prix du pétrole. Lorsque l'on parle des otages français détenus au Liban, l'expérience et les déconvenus nous ont appris à le faire avec prudence. C'est donc prudemment que je vous dirai que le docteur Rad, ce médecin qui a servi à plusieurs reprises d'émissaire entre la France et les ravisseurs, le docteur Rad estime que la situation est mûre maintenant pour la libération de ces otages français. Ils sont toujours 4, vous le savez. Le docteur Rad qui parle même de signes encourageants. Alors pour en savoir plus, Françoise Champet est allée l'interroger tout à l'heure. Vous savez, les dernières négociations, c'était entre la France, la Syrie et l'Iran. Ça a failli déboucher début janvier. Et ça n'a pas réussi parce que les ravisseurs ont dit non. Donc, du côté de la Syrie, du côté de l'Iran, c'était d'accord. Les ravisseurs n'étaient pas d'accord. Alors, un échec au mois de janvier, qu'est-ce qu'on a de plus aujourd'hui? Aujourd'hui, les ravisseurs font des appels. Ils veulent qu'on négocie. Et il faut négocier sur quoi, précisément? Je pense que là où ça a toujours buté, sur l'affaire Chapeau Bakhtiar. Ils demandent d'étudier ce problème-là, voir jusqu'où peut aller le gouvernement sur le plan légal et judiciaire. Alors est-ce que vous pensez qu'il y a un lien direct entre les attentats qui ont été commis à Paris et les ravisseurs? Je pense que les attentats et la réclame des prisonniers, c'est pour justement qu'il y ait un amalgame entre tous les prisonniers, si vous voulez, pour qu'on tienne compte des prisonniers arabes en France.
Oui, une précision quand même. Joël Kaufmann, la femme de l'un des journalistes détenus de Jean-Paul Kaufmann, souhaite que ce soit un représentant plus officiel du gouvernement et non pas le docteur Raad qui puisse traiter avec les ravisseurs. Elle l'a dit aujourd'hui sur une radio privée. Un bon samedi sportif avec du football, du rugby, de la voile. D'abord les résultats de la Coupe de France de football. Nous en étions au 16e de finale aller. 3 résultats à noter. À Reims, Nancy bat Reims 1-0. À Montpellier, le Racing Club bat le Cress 4-0. Enfin, match très attendu, celui qui opposait le petit club d'Evry, vainqueur de Toulon par avant à Tours. Eh bien, les joueurs d'Evry se sont bien comportés puisque le score est de 0 partout. Les autres résultats sportifs en images et en couleurs avec Brigitte Duvauchel qui commence par le rugby puisque le tournoi des 5 nations se poursuit, mais c'était aujourd'hui sans la France. Brigitte Duvauchel. Les maillots rouges des Gallois et les maillots verts des Irlandais s'entremêlent avant le plus bel essai de la journée. Après une récupération du bout des doigts et ce pas de 2, Ringland aplati. Mais le Pays de Galles bat l'Irlande 19-2. Rien ne va plus pour les vainqueurs du tournoi des 5 nations 1985. De quoi donner confiance aux Français qui rencontrent les Irlandais à Cardiff le 1er mars. Pendant ce temps, un Murrayfield de l'Écosse donne une sévère leçon à l'Angleterre, 33-6. Australia 3, champion du monde des 12 mètres J. French Kiss, le bateau français, ne prend que la 6e place. Marc Pajot déclare avoir été perturbé par les algues qui envahissent la baie et qui risquaient de se prendre dans la quille ou le safran. Les Australiens et les Américains, eux, avaient pensé à emmener une grande gaffe pour les repousser, comme quoi un titre de champion du monde tient parfois à bien peu de choses. Casse en série au rallye de Suède. À mi-course, les favoris sont déjà rentrés à l'hôtel. Après les abandons de Salonen, Toivonen, Blomqvist, c'est le Finlandais Kankkunen, le petit dernier de l'écurie Peugeot, qui occupe actuellement la première place au volant de l'unique 205 Turbo 16 en course. Jusqu'à demain matin, il doit maintenir son avance sur son poursuivant Markku Alén sur Lancia. 2 Finlandais en tête, à nouveau la preuve de la supériorité de l'école scandinave des pilotes de rallye. D'autres voitures moins macho mais plus rétro avec le salon rétromobile qui se tient à la porte de Versailles. Entre une Hispano et 2 culbuteurs, Patrick Hester et Philippe Lallet, bien encadrés, ont voulu savoir comment on peut s'offrir une vieille merveille. Mais la réponse est simple, il faut être riche ou malin. Leur reportage. S'il vous arrive de rêver d'une époque où la vitesse n'était pas limitée sur la route et où la seule limitation qu'on connaissait c'était la puissance du moteur qu'on avait quand on appuyait sur l'accélérateur, une époque où il n'y avait pas de vignette sur les voitures, eh bien vous pouvez toujours vous mettre dans l'ambiance en achetant un véhicule historique. Pour cela, vous avez 3 solutions. La première, vous signez un chèque avoisinant le 1 million de francs et vous repartez au volant d'une voiture comme neuve, même si elle est âgée en réalité d'une 50aine d'années. Simple, mais cher. Seconde solution, vous rachetez une automobile que votre voisin utilisait à la campagne en guise de poulailler. Rouillé, mais rare. Vous louez un garage, vous vous armez de courage et de patience. Au bout de plusieurs années d'efforts, le résultat est là. C'était une voiture qui appartenait à un curé, alors on l'a restaurée, on l'a bichonnée. Et puis ma fille a trouvé qu'un Roadster Ford dehors c'était un peu mieux, alors voilà, on revend celle-là à regret, mais enfin... Combien vous la vendez? 65 000. Elle a été restaurée, ça a coûté environ 48 000 francs de restauration. 48 000 francs parce que pour retrouver toutes les pièces, les sommes s'accumulent. Il y a ceux qui préfèrent les accessoires de l'époque d'origine, et puis ceux qui acceptent les pièces refaites à l'ancienne. Ce marché en expansion fait qu'aujourd'hui on peut se procurer assez facilement enjoliveur, pneus et pare-choc neufs. Enfin, troisième solution pour retaper une voiture, appartenir à un club. Celui des 4 chevaux Renault par exemple. Un modèle qui une fois restauré revient aux environs de 10 000 francs. D'autres clubs plus fermés permettent de travailler collectivement sur des modèles prestigieux. Des voitures qui sans ces clubs auraient probablement disparu. Talbot, Delage 1500, Plymouth 56. Et puis, si aucune de ces 3 solutions ne vous est abordable, il vous en reste quand même une 4e. Alors ne désespérez pas, la voilà. Plus besoin de casque ni de lunettes dans ce cas-là.
Les tiercés du week-end, maintenant avec Pierrette Bresse, qui a comme d'habitude interviewé les chevaux qui courent demain. Mais d'abord, les résultats de la course d'aujourd'hui à Enghien. 3-18-14, vous allez voir tout cela s'inscrire, voilà, 3-18-14, il faut y aller. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 2906 francs 50, et rapport pour 5 francs dans un ordre différent, 314 francs. Apparemment, eh bien, les favoris étaient à l'arrivée, ma chère Pierrette. Absolument. Demain c'est Vincennes, pas d'Auteuil. Auteuil c'est fermé pour cause de gel. Exactement, puis j'ai l'impression que si le temps continue à être aussi froid, eh bien, ce sera la même chose dimanche prochain. Alors les trotteurs aimeraient bien partir se reposer un petit peu, parce que le meeting est assez long, et ils ont été victimes d'épidémies de tout pendant tout l'hiver, mais ils sont obligés d'assurer la relève des courses et du tiercé. Alors tiercé donc demain après-midi à Vincennes, dans le Prix d'Amboise. Il s'agit d'une course aux 3 attelés longue de 2650 mètres qui réunit une vingtaine de trotteurs âgés de 7, 8 et 9 ans. Alors avant de vous donner mon pronostic, eh bien, je vais vous emmener à Maison Lafitte où nous sommes allés cette semaine, jeudi matin, pour nous rendre compte sur place des dégâts que fait le gel, justement, puisque les trotteurs, les galopeurs ne pourront pas courir. Nous avons interviewé un entraîneur, Pierre Pelat. Ça fait 8 jours depuis jeudi dernier qu'on est au trot. Comment vous le concours? On ne peut pas courir, non? Enfin, moi je cours pas personnellement, maintenant c'est que s'il y en a qui veulent courir, ils peuvent courir. Hein. Ça serait dangereux pour les chevaux quand même. Oh oui, ça va pas dégeler. Hein. Vous voyez le vent, vous sentez le vent, c'est ce vent qui est glacial. Et la piste n'est pas vraiment souple, hein, c'est juste en surface. Parce que le sable dessus est sec, le dessous c'est gelé profond, hein, c'est au moins gelé à 10-15 cm. Hein. D'après vous, dans combien de temps vous allez pouvoir être prêt pour courir à Auteuil? Je sais pas, hein, ça va, à condition que ça se radoucisse, on va pas pouvoir travailler avant la semaine prochaine, hein, commencer lundi ou mardi peut-être à retravailler un petit peu alors. Vous avez des chevaux qui n'ont pas travaillé depuis 8, ils vont être restés 10 jours au trot. Hein. C'est pour cette raison qu'ils sont frais et qu'ils bougent. Oh bah oui, puis ils ont froid un peu, ça les réchauffe. Ah là 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 là. Ah, c'était mieux en Guadeloupe, hein. Oh. Vous l'avez compris, pour aller à Auteuil, eh bien, il faudra attendre le dégel. En attendant, tiercé demain à Vincennes dans le Prix d'Amboise, une course aux 3 attelés longue de 2650 mètres qui réunit 20 trotteurs. Parmi eux, voici le pronostic que je vous propose. Mancini le numéro 19, Notre Angevine le 10, Néol Duclos le numéro 14, Néerlandaise le 5, Mesito le numéro 20, Nascano le 18, Momi le numéro 16, Maladetta le 15. On va parler météo maintenant avec Laurent Boussier, notamment de l'état des routes. Vous êtes très nombreux ce soir sur les routes de France, dans le grand chassé-croisé hivernal des vacances de février. Alors l'état des routes, notamment dans la région Rhône-Alpes, avec Laurent Boussier. Péage pris d'assaut, bouchons de 40 à 50 km, file d'attente interminable et routes parfois enneigées. Les Alpes étaient bloquées aujourd'hui, malgré les conseils de la sécurité routière et malgré les itinéraires de délestage. En ce moment même, la situation s'améliore doucement, mais elle reste encore chargée, avec notamment un bouchon de 24 km à la Cluse dans l'Ain, un autre de 15 km à Albertville en Savoie, et puis la neige continue de tomber en Côte d'Or, aux alentours de Beaune. Une nouvelle fois, la sécurité routière vous demande la plus grande prudence. Côté météo, eh bien, la situation change tout doucement. C'est une situation très compliquée. Il y a 3 dépressions en ce moment autour de la France, une sur la Méditerranée, une sur l'Atlantique et puis une au large sur l'Atlantique. La situation générale, c'est un flux d'ouest qui amène de nouveaux nuages sur la France, qui amène de l'air plus doux, c'est vrai, les températures sont en hausse, mais de l'air très humide. Regardez la carte du temps prévu pour demain, vous allez voir. Si elle arrive, voilà, avec toujours un temps relativement couvert, avec quelques éclaircies quand même sur l'extrême est du pays, quelques chutes de neige toujours sur le nord des Alpes et sur le Jura, mais ces nuages vont s'éloigner vers l'est dans la journée. Sur la majeure partie du pays, de la Normandie au nord et jusqu'à la Méditerranée, un temps clair le matin qui deviendra légèrement nuageux dans l'après-midi, avec un soleil généralement voilé, quelques nuages et quelques belles éclaircies. Enfin, sur le sud-ouest du pays, de la Bretagne à l'Aquitaine et aux Pyrénées, un ciel qui va devenir très nuageux, couvert avec des chutes de pluie en plaine et des chutes de neige sur les Pyrénées, mais des chutes de neige seulement au-dessus de 1800 mètres. Vous voyez, ça s'améliore. Côté température, ça s'améliore. Ça ne bouge pas beaucoup en réalité. Toujours des températures négatives sur l'extrême est, -1 à Strasbourg, 0 à Mulhouse, -1 à Langres. Positive sur le reste de la moitié nord, jusqu'à 6 degrés à Brest, avec 5 degrés demain dans la capitale. Sur la moitié sud, c'est le
redout arrive aussi de 6 degrés dans les Alpes jusqu'à 12, 13, 14 et 14 degrés même en Corse. Vous voyez, ça va beaucoup mieux. Notre agenda pour terminer, demain c'est dimanche. Le dimanche 16 février, le soleil se lève à 7h59, se couche à 18h11. Ça nous fait 4 minutes de soleil en plus. C'est la Sainte-Julienne, mais c'est aussi le premier jour du carême. Voilà, dernier journal, Daniel Lecomte aux environs de 23h30. Premier rendez-vous demain avec l'information, c'est à 12h45 pour Antenne du Midi avec Hervé Claude. D'ici là, bonsoir, à demain 20h.